En octobre 2013, dans la paisible ville de Toulouse, les murs centenaires du couvent des Clarisses allaient révéler un secret qui avait été enfoui pendant exactement 50 ans. Lorsque l'artisan Jean-Baptiste Roussel souleva délicatement le cadre de la Vierge à l'Enfant qui ornait depuis des décennies la chapelle du couvent, il ne s'attendait certainement pas à découvrir, collé au revers de la toile, un portrait troublant accompagné d'une confession manuscrite qui allait enfin élucider l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire religieuse française. Ce jour-là, le visage de sœur Marie-Agnès Beaumont, disparue en novembre 1963, allait enfin révéler la vérité sur son sort tragique et sur les sombres secrets qui se cachaient derrière les murs sacrés de cette institution respectée. Avant de continuarmos avec cette histoire perturbadora, se você aprecia casos misteriosos reais como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum caso novo. Agora, vamos descobrir como tudo começou. L'année 1963 marquait une époque de profonds changements dans la société française. Le général de Gaulle dirigeait fermement la République, tandis que les Beatles commençaient à conquérir le monde musical. À Toulouse, ville rose aux briques caractéristiques, la vie s'écoulait paisiblement entre les rives de la Garonne et les collines environnantes. La cité, forte de ses 300 000 habitants, gardait encore ses traditions profondément ancrées, particulièrement dans le domaine religieux. Le couvent des Clarisses se dressait rue du Thor, dans le quartier historique, non loin de la basilique Saint-Cernin. Fondé en 1247, cet établissement religieux avait traversé les siècles, survivant aux guerres de religion, à la Révolution française et aux 2 conflits mondiaux. En cette année 1963, 22 religieuses y vivaient selon la règle de Sainte-Claire, dans la prière, le travail et la simplicité. Sœur Marie-Agnès Beaumont était arrivée au couvent en septembre 1959 à l'âge de 25 ans. Native de Cahors, dans le Lot, elle avait grandi dans une famille bourgeoise respectée. Son père, notaire, et sa mère, institutrice, avaient d'abord été surpris par sa vocation religieuse, mais avaient fini par accepter et respecter son choix. Marie-Agnès était une jeune femme intelligente, dotée d'un sens aigu de l'organisation et d'une grande droiture morale. Ces qualités lui avaient rapidement valu la confiance de Mère supérieure Catherine Lefort, qui lui avait confié, dès 1961, la gestion des finances du couvent. Mère Catherine Lefort dirigeait l'établissement depuis 1955. Âgée de 52 ans en 1963, elle jouissait d'une réputation irréprochable, tant auprès de la hiérarchie ecclésiastique que de la communauté toulousaine. Issue d'une famille de commerçants de Montauban, elle était entrée en religion très jeune et avait gravi les échelons grâce à ses compétences administratives et son charisme naturel. Sous sa direction, le couvent avait prospéré, attirant de généreuses donations et développant plusieurs activités artisanales qui assuraient une certaine autonomie financière à la communauté. Le couvent vivait principalement des dons des fidèles, de la vente de leurs productions artisanales, notamment des confitures réputées et de la broderie fine, ainsi que des revenus de quelques propriétés léguées par d'anciens bienfaiteurs. La gestion de ces ressources était cruciale pour maintenir l'institution et subvenir aux besoins des religieuses. C'est dans ce contexte que Marie-Agnès avait été nommée économe du couvent, fonction qu'elle exerçait avec un sérieux et une méticulosité remarquables. Le vendredi 15 novembre 1963 avait commencé comme tous les autres jours au couvent des Clarisses. Les religieuses s'étaient levées à 5 heures pour les matines, suivant l'horaire strict qui rythmait leur existence depuis des siècles. Marie-Agnès, selon plusieurs témoignages recueillis plus tard, semblait particulièrement préoccupée ce matin-là. Sœur Marguerite Dubois, sa voisine de cellule, avait remarqué qu'elle avait peu dormi et paraissait agitée. Après la messe de 7 heures célébrée par le père Antoine Mercier, chapelain du couvent depuis 1958, les religieuses avaient pris leur petit déjeuner dans le silence, conformément à la règle. Marie-Agnès avait à peine touché à son pain et à son café d'orge.
Vers 8h30, elle s'était rendue dans le petit bureau qui lui servait pour la comptabilité, situé au premier étage de l'aile administrative du couvent. C'est là que sœur Thérèse Martin l'avait vue pour la dernière fois vers 10h, penchée sur ses registres, une expression soucieuse sur le visage. Elle manipulait des papiers avec nervosité. Devait témoigner plus tard, sœur Thérèse. J'ai voulu lui demander si tout allait bien, mais elle m'a fait signe qu'elle était occupée. Cela ne lui ressemblait pas. Elle était toujours disponible pour les autres. Vers 11h, Marie-Agnès était descendue voir Mère Catherine dans son bureau. Cette rencontre, qui allait s'avérer être la dernière fois que quelqu'un verrait la jeune religieuse vivante, avait duré environ une demi-heure. Selon les déclarations ultérieures de la mère supérieure, elles avaient discuté de questions administratives courantes, notamment de la préparation du budget pour l'année suivante. « Sœur Marie-Agnès m'a semblé un peu fatiguée », avait déclaré Mère Catherine aux enquêteurs. « Je lui ai suggéré de prendre un peu de repos après le déjeuner. Elle m'a assuré que tout allait bien et qu'elle terminerait ses calculs dans l'après-midi. » Cette version des faits, qui paraissait anodine sur le moment, prendrait une toute autre dimension 50 ans plus tard. Après le déjeuner, pris comme toujours en silence dans le réfectoire, Marie-Agnès n'était pas remontée à son bureau. Plusieurs religieuses l'avaient vue se diriger vers la chapelle vers 13h30. Sœur Bernadette Lefebvre, qui s'occupait de l'entretien des autels, avait aperçu sa silhouette agenouillée devant la statue de Sainte-Claire vers 14h. C'était l'image que garderait d'elle celle qu'il avait connue, une jeune femme pieuse, recueillie dans la prière dans le sanctuaire qu'elle chérissait. À 16h, lorsque sonna l'heure des vêpres, Marie-Agnès n'était pas dans son style habituel. Mère Catherine avait d'abord pensé qu'elle était souffrante et se reposait dans sa cellule. Mais lorsque sœur Marguerite était allée vérifier vers 17h, la petite chambre était vide. Le lit n'avait pas été défait et tous les effets personnels de la religieuse étaient en place. Seul détail inhabituel, son carnet de notes personnelles, qu'elle portait toujours sur elle, n'était nulle part. L'inquiétude avait commencé à monter vers 18h, lorsque Marie-Agnès n'était toujours pas apparue pour le souper. Mère Catherine avait organisé une recherche méthodique dans tout le couvent. Les religieuses avaient fouillé chaque recoin. Les cellules, les salles communes, les ateliers, la buanderie, les caves et même les greniers poussiéreux où étaient entreposées les anciennes affaires du couvent. Le couvent des Clarisses occupait un quadrilatère de bâtiments anciens autour d'une cour centrale agrémentée d'un petit jardin. Outre les cellules des religieuses et les espaces communautaires, il comprenait plusieurs dépendances. Une remise à outils, un petit atelier de couture, une cave voûtée du XIIIe siècle et une orangerie qui servait de serre pour les plantes aromatiques utilisées dans la fabrication des confitures. La recherche s'était intensifiée dans la soirée. Le père Mercier, alerté par Mère Catherine vers 19h, était venu prêter main forte. Homme d'expérience âgé de 45 ans, il connaissait bien chacune des religieuses et entretenait avec Marie-Agnès des rapports cordiaux et respectueux. C'était une âme droite et sincère, devait-il déclarer plus tard. Jamais elle n'aurait quitté le couvent sans prévenir. Quelque chose de grave avait dû se produire. Vers 22h, après avoir épuisé toutes les possibilités de recherche à l'intérieur du couvent, Mère Catherine avait pris la lourde décision de contacter les autorités. L'appel au commissariat central de Toulouse avait été passé à 22h15. L'agent de service avait d'abord suggéré d'attendre le lendemain, pensant à une absence temporaire. Mais le ton inquiet de la mère supérieure et le caractère exceptionnel d'une disparition dans un couvent cloîtré avaient convaincu les autorités de l'urgence de la situation. L'inspecteur Henri Dufour était arrivé sur les lieux vers 23h, accompagné de 2 agents. Homme méthodique de 38 ans, il avait déjà à son actif plusieurs enquêtes délicates et jouissait d'une réputation de sérieux et de discrétion. Son premier réflexe avait été de vérifier les accès au couvent. Le portail principal, rue du Thor, était équipé d'une serrure ancienne mais solide, et la portière, sœur Marie-Joseph, affirmait ne l'avoir ouvert à personne de toute la journée, excepté pour le père Mercier venu célébrer la messe matinale.
Il existait une sortie de service, donnant sur une petite ruelle adjacente, mais elle était fermée de l'intérieur par une barre de fer et n'avait manifestement pas été utilisée récemment, comme en témoignaient les toiles d'araignée qui obstruaient partiellement l'ouverture. Les murs du couvent, hauts de près de 4 mètres et surmontés de tuiles pointues, rendaient toute escalade improbable, surtout pour une femme en habit religieux. Dès le lendemain matin, l'inspecteur Dufour avait organisé une fouille systématique des lieux avec une équipe renforcée. 4 agents supplémentaires étaient venus de la préfecture, accompagnés d'un maître chien spécialisé dans la recherche de personnes disparues. L'animal, un berger allemand nommé Rex, avait immédiatement montré des signes d'agitation dans la chapelle, particulièrement près de l'autel où Marie-Agnès avait été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs avaient procédé aux interrogatoires réglementaires de toutes les religieuses présentes au couvent. Chaque témoignage avait été recueilli séparément, dans le respect des sensibilités religieuses, mais avec la rigueur nécessaire à une enquête criminelle. Un portrait unanime de Marie-Agnès avait émergé. Une jeune femme sérieuse, dévouée, appréciée de toutes ses consoeurs, sans ennemis connus ni problèmes personnels apparents. Mère Catherine s'était montrée particulièrement coopérative, fournissant tous les documents administratifs demandés et autorisant l'accès aux archives du couvent. Elle avait expliqué en détail les responsabilités de Marie-Agnès en tant qu'économe et confirmé que les comptes étaient parfaitement tenus. Sœur Marie-Agnès était d'une honnêteté scrupuleuse, avait-elle insisté. Jamais je n'ai eu le moindre doute sur la façon dont elle gérait nos finances. L'examen des registres comptables par un expert comptable réquisitionné par la justice n'avait révélé aucune irrégularité. Les chiffres étaient cohérents, l'écriture soignée et méthodique, les additions correctes. Les dernières écritures dataient du 14 novembre, la veille de la disparition, et concernaient l'achat de matières premières pour la fabrication des confitures de Noël. Le père Mercier avait également été interrogé longuement. Il avait confirmé que Marie-Agnès venait parfois le voir pour des conseils spirituels, mais que leur conversation récente n'avait rien révélé d'inquiétant. Elle traversait peut-être une période de questionnement, comme cela arrive à tous les religieux, avait-il confié à l'inspecteur Dufour. Mais rien qui puisse expliquer une fugue ou un geste désespéré. Les recherches s'étaient étendues au-delà du couvent. Les gares de Toulouse avaient été alertées, les hôtels de la ville contactés, les hôpitaux vérifiés. La famille de Marie-Agnès, à Cahors, avait été prévenue et interrogée. Ses parents, effondrés par la nouvelle, avaient confirmé qu'ils n'avaient reçu aucun signe de leur fille depuis sa dernière lettre datée du 1er novembre. Une correspondance habituelle et chaleureuse qui ne laissait transparaître aucune inquiétude particulière. Au bout d'une semaine d'investigation intense, plusieurs hypothèses avaient été envisagées par les enquêteurs. La première, et la plus évidente, était celle de la fugue volontaire. Malgré les témoignages unanimes sur la piété et la détermination de Marie-Agnès, l'inspecteur Dufour savait que la vie religieuse pouvait parfois s'avérer plus difficile que prévu pour certaines personnes. Les doutes, les crises de foi, les difficultés d'adaptation à la discipline conventuelle étaient des phénomènes connus et documentés. Cette théorie était cependant mise à mal par plusieurs éléments. D'abord, Marie-Agnès n'avait emporté aucun effet personnel, pas même les quelques objets de valeur sentimentale qu'elle conservait dans sa cellule. Une médaille de sa grand-mère, une petite croix offerte par ses parents lors de sa prise d'habit, et surtout son bréviaire personnel, un livre de prière qu'elle ne quittait jamais et dans lequel elle glissait parfois des images pieuses ou des souvenirs. Ensuite, les sorties du couvent semblaient impossibles sans aide extérieure. Les vérifications approfondies des serrures, des murs et des accès n'avaient révélé aucune trace d'effraction ni de passage clandestin. Comment une femme, en habit religieux, aurait-elle pu quitter discrètement un bâtiment aussi surveillé, dans un quartier où les habitants connaissaient bien les religieuses et auraient certainement remarqué une présence inhabituelle? La seconde hypothèse était celle de l'accident. Le couvent comportait plusieurs endroits potentiellement dangereux, les caves voûtées aux sols inégaux, les escaliers raides menant au grenier,
La vieille orangerie avec ses structures métalliques rouillées. Peut-être Marie-Agnès était-elle tombée dans un recoin mal éclairé et gisait-elle, blessée, dans un endroit non encore exploré? Cette possibilité avait donné lieu à une fouille encore plus minutieuse. Les agents avaient sondé les murs à la recherche d'éventuelles cavités cachées, soulevé les dalles mobiles des caves, exploré les conduits d'aération, et même fait appel à des spéléologues pour vérifier d'anciennes galeries souterraines mentionnées dans les archives historiques de la ville. Rien n'avait été trouvé. La troisième hypothèse, plus sombre, était celle du crime. Mais qui aurait pu vouloir du mal à une religieuse réputée pour sa bonté et sa discrétion? Les enquêteurs avaient vérifié les antécédents de tous les hommes ayant eu accès au couvent dans les semaines précédentes. Artisans, livreurs, visiteurs autorisés. Aucun élément suspect n'était ressorti de ces vérifications. Les semaines qui suivirent la disparition de Marie-Agnès transformèrent profondément l'atmosphère du couvent des Clarisses. L'inquiétude céda progressivement la place à une tristesse résignée, teintée d'incompréhension. Les religieuses, habituées à trouver dans leur foi des réponses aux épreuves de l'existence, se trouvaient confrontées à un mystère qui défiait toute explication rationnelle. Mère Catherine avait pris en charge personnellement la gestion financière du couvent, tâche qu'elle assumait avec la même rigueur que Marie-Agnès. Elle organisait régulièrement des prières spéciales pour le retour de la disparue, maintenant vivant l'espoir d'un dénouement heureux. « Nous ne perdons pas confiance », déclarait-elle aux enquêteurs lors de leurs visites périodiques. Dieu a ses desseins, même si nous ne les comprenons pas toujours. Le père Mercier, de son côté, s'efforçait de soutenir moralement la communauté. Ses homélies faisaient régulièrement référence aux épreuves de la foi et à la nécessité de l'espérance dans les moments les plus sombres. Il avait également pris l'initiative de contacter l'évêché pour demander des prières dans toutes les paroisses du diocèse. L'affaire avait d'ailleurs été mentionnée dans la presse locale, sous forme d'entrefilets discrets respectant la sensibilité religieuse de l'époque. La famille de Marie-Agnès venait régulièrement à Toulouse, alternant entre espoir et désespoir. Ses parents, vieillis prématurément par l'épreuve, participaient aux recherches bénévoles organisées par des paroissiens dans la campagne environnante. Ils avaient fait imprimer des avis de recherche avec la photographie de leur fille prise lors de sa prise d'habit, un cliché où elle souriait avec cette sérénité qui la caractérisait. Au bout de 6 mois, en mai 1964, l'enquête officielle avait été suspendue faute d'éléments nouveaux. L'inspecteur Dufour, malgré sa frustration professionnelle, avait dû se résoudre à classer le dossier en disparition inquiétante non élucidée. Il gardait cependant le secret espoir qu'un jour, quelque part, un élément nouveau viendrait relancer l'investigation. Les années s'écoulèrent sans apporter de réponse au mystère de la disparition de sœur Marie-Agnès. Le couvent des Clarisses reprit peu à peu son rythme habituel, mais le souvenir de la jeune religieuse restait vivace dans la mémoire de la communauté. Sa cellule fut conservée en l'état pendant plusieurs années, dans l'espoir d'un retour hypothétique avant d'être finalement réattribuée à une nouvelle arrivante en 1968. Mère Catherine continua à diriger le couvent jusqu'en 1978, année où elle démissionna pour raison de santé. Elle s'était installée dans une maison de retraite pour religieuses à Montauban, sa ville natale, où elle vécut paisiblement jusqu'à sa mort en 1995, emportant avec elle tous les secrets qu'elle avait pu connaître. Son successeur, Mère Marie-Claire Bonner, hérita d'un établissement prospère et bien géré, sans soupçonner les zones d'ombre qui persistaient dans son histoire récente. Le père Mercier quitta ses fonctions de chapelain en 1975 pour devenir curé d'une paroisse rurale près d'Albi. Il garda toujours un souvenir ému de Marie-Agnès et n'hésitait pas à évoquer sa mémoire lors de ses sermons sur la fidélité et la persévérance dans la foi. Il mourut en 1998 sans avoir jamais cessé de prier pour celle qu'il considérait comme une sainte moderne. L'inspecteur Dufour, quant à lui, poursuivit sa carrière dans la police judiciaire toulousaine jusqu'à sa retraite en 1985. L'affaire Marie-Agnès restait l'une de ses enquêtes les plus frustrantes, celle qui l'avait le plus marqué professionnellement.
Il gardait dans ses archives personnelles une copie complète du dossier et, de temps à autre, particulièrement aux anniversaires de la disparition, il reprenait les pièces dans l'espoir d'y déceler un détail qui lui aurait échappé. Les parents de Marie-Agnès ne survécurent pas longtemps au chagrin. Son père mourut d'une crise cardiaque en 1969. Sa mère le suivit 2 ans plus tard, emportée par un cancer qui sembla progresser avec une rapidité suspecte, comme si elle n'avait plus la force de lutter. Ils furent inhumés dans le cimetière de Cahors, et leur pierre tombale portait une inscription en mémoire de leur fille disparue. À notre Marie-Agnès bien-aimée, où que tu sois. Au fil des décennies, l'affaire sombra progressivement dans l'oubli. Les nouvelles générations de religieuses qui rejoignaient le couvent ne connaissaient de Marie-Agnès que par ouï-dire, et son histoire prenait peu à peu des allures de légende. Certaines prétendaient parfois percevoir sa présence dans la chapelle, particulièrement près de l'autel de Sainte-Claire où elle avait été vue pour la dernière fois. Le couvent lui-même évoluait avec son époque. Les réformes du Concile Vatican II avaient assoupli certaines règles, modernisé les pratiques liturgiques et ouvert davantage l'institution sur le monde extérieur. Les activités artisanales s'étaient diversifiées. Aux confitures traditionnelles s'était ajoutée la fabrication de cosmétiques naturels et la vente par correspondance de produits monastiques. Cette évolution économique nécessitait des locaux mieux adaptés et plus fonctionnels. C'est dans ce contexte qu'en septembre 2013, la communauté des Clarisses décida d'entreprendre une rénovation complète de la chapelle, devenue vétuste après des décennies d'usage intensif. Les travaux, financés grâce aux économies accumulées et à une subvention de la ville de Toulouse pour la préservation du patrimoine religieux, devaient permettre de restaurer les boiseries anciennes, de refaire l'installation électrique et de consolider certaines structures fragilisées par le temps. Jean-Baptiste Roussel, l'artisan choisi pour superviser les travaux, était un homme de 65 ans, spécialisé dans la restauration d'art sacré. Ancien élève des Beaux-Arts de Toulouse, il avait consacré sa carrière à la sauvegarde du patrimoine religieux régional et jouissait d'une réputation excellente tant pour ses compétences techniques que pour sa discrétion et son respect des lieux sacrés. Les travaux avaient commencé par un inventaire minutieux de tous les éléments décoratifs de la chapelle. Chaque statue, chaque tableau, chaque ornement était répertorié, photographié et, si nécessaire, démonté pour permettre la restauration des murs et des structures. C'est ainsi que le 15 octobre 2013, exactement 50 ans après la disparition de Marie-Agnès, Jean-Baptiste Roussel s'était attaqué au démontage du retable principal. La Vierge à l'enfant qui ornait le centre du retable était une huile sur toile du XVIIe siècle, œuvre d'un peintre local de talent mais de renommée modeste. Le tableau, dans son cadre doré sculpté, mesurait environ 60 cm sur 80 et était fixé au mur par un système de crochets métalliques assez rudimentaire. Jean-Baptiste avait pris toutes les précautions d'usage pour le décrocher sans l'endommager. C'est en retournant la toile, pour examiner l'état de la toile de support qu'il avait fait la découverte, qui allait bouleverser l'histoire du couvent. Collé contre le revers du tableau, maintenu par de la cire d'abeille et protégé par un morceau de tissu, se trouvait un autre tableau, de dimension plus modeste, un portrait de femme d'une trentaine de centimètres sur 25. Le cœur de Jean-Baptiste s'était mis à battre plus fort lorsqu'il avait découvert ce portrait clandestin. L'œuvre, manifestement réalisée par une main amateur mais appliquée, représentait une jeune femme, au regard intense et mélancolique. La technique était celle de l'aquarelle et du pastel, sur un papier de bonne qualité qui avait remarquablement bien résisté au temps grâce à sa protection improvisée. Mais ce qui avait immédiatement frappé l'artisan, c'était la ressemblance troublante entre le visage peint et celui qu'il avait aperçu dans les archives photographiques du couvent, consulté pour mieux connaître l'histoire des lieux qu'il restaurait. Il s'agissait manifestement du portrait de sœur Marie-Agnès Beaumont, disparue 50 ans plus tôt. Le portrait était d'un réalisme saisissant.
On y voyait une jeune femme aux cheveux châtains tirés en arrière, aux yeux noisettes, empreints d'une tristesse profonde, au visage fin marqué par une expression de résolution douloureuse. Elle portait l'habit des Clarisses, mais le peintre, car il ne pouvait s'agir que d'un autoportrait, avait su rendre avec une précision troublante les nuances de l'émotion humaine sous le voile religieux. Plus troublant encore était le texte manuscrit qui figurait au verso du portrait. D'une écriture fine et régulière, à l'encre noire légèrement passée mais encore parfaitement lisible, une longue confession avait été rédigée. Jean-Baptiste, les mains tremblantes, avait commencé à déchiffrer ces lignes qui allaient révéler la vérité sur l'une des disparitions les plus mystérieuses de l'histoire de Toulouse. « Si quelqu'un trouve ce portrait, » commençait la confession, « c'est que je ne suis plus de ce monde et que la vérité doit enfin être révélée. Je suis sœur Marie-Agnès Beaumont, économe du couvent des Clarisses, et j'écris ces lignes le 15 novembre 1963, sachant que je ne verrai peut-être pas se lever le soleil de demain. » Jean-Baptiste avait immédiatement compris l'importance de sa découverte. Sans toucher davantage au document, il avait soigneusement remis le portrait à sa place et était allé prévenir Mère supérieure Marie-Claire Bonner. Cette dernière, femme de 60 ans d'une grande sagesse, avait immédiatement mesuré la portée de la révélation et décidé de contacter les autorités civiles et ecclésiastiques. L'après-midi même, l'inspecteur Michel Garnier, successeur de Henri Dufour au commissariat central de Toulouse, s'était rendu au couvent accompagné d'un expert en documents anciens et d'un photographe de la police scientifique. La découverte avait été documentée avec le plus grand soin avant que la confession ne soit intégralement transcrite. Le texte, d'une longueur d'environ 2 pages manuscrites, révélait une vérité que personne n'avait soupçonnée 50 ans plus tôt. Marie-Agnès y expliquait avoir découvert, au cours de ses fonctions d'économe, des irrégularités graves dans la gestion financière du couvent. Des sommes importantes, provenant notamment des donations des fidèles et de la vente d'objets sacrés anciens, étaient détournées de leur destination légitime. Depuis plusieurs mois, écrivait Marie-Agnès, j'ai remarqué des discordances dans nos comptes. Des entrées d'argent qui ne correspondent à aucune vente répertoriée, des objets précieux qui disparaissent de notre inventaire sans explication. J'ai d'abord pensé à des erreurs de ma part. Mais mes vérifications répétées ont confirmé mes soupçons. Mère Catherine détourne l'argent de notre communauté. La confession détaillait minutieusement les découvertes de Marie-Agnès. Elle avait remarqué que certains objets liturgiques anciens, notamment un calice en vermeil du XVIe siècle et plusieurs reliquaires de grande valeur, avaient mystérieusement disparu de la sacristie. Lorsqu'elle avait questionné Mère Catherine à ce sujet, cette dernière avait prétexté un envoi temporaire chez un orfèvre pour restauration, mais aucune facture ne figurait dans les comptes. Plus grave encore, Marie-Agnès avait découvert que des sommes importantes étaient régulièrement prélevées sur les donations, officiellement pour des frais exceptionnels, jamais détaillés. En recoupant ses observations avec les registres des années précédentes, elle avait estimé le montant total détourné à environ 50 000 francs. Une somme considérable pour l'époque, représentant près de 2 années de budget du couvent. J'ai voulu donner à Mère Catherine l'occasion de s'expliquer, poursuivait la confession. Je lui ai demandé un entretien ce matin, espérant qu'il y avait une explication innocente à tout cela. Hélas, sa réaction m'a confirmé mes pires craintes. Non seulement elle a avoué ses détournements, mais elle m'a révélé qu'elle envoyait cet argent à sa famille, à Montauban. Son frère aurait des dettes de jeu importantes, et elle utilise les fonds du couvent pour l'aider. La confession révélait ensuite la conversation qui avait eu lieu entre les 2 religieuses dans le bureau de la mère supérieure. Marie-Agnès y rapportait les arguments de Mère Catherine, qui justifiait ses actes par l'amour fraternel et la conviction que Dieu lui pardonnerait ce qu'elle présentait comme un emprunt temporaire. Elle avait promis de tout rembourser dès que la situation de son frère s'améliorerait. Je lui ai dit que je ne pouvais pas fermer les yeux sur de tels agissements, écrivait Marie-Agnès. Notre vœu de pauvreté nous interdit de disposer des biens de la communauté pour des fins personnelles, fût-ce pour aider sa famille.
J'ai insisté pour qu'elle avoue tout à l'évêché et restitue l'argent dérobé. Sa réaction m'a glacé le sang. Elle m'a regardé avec une froideur que je ne lui connaissais pas et m'a dit que j'étais trop jeune pour comprendre les complexités de la vie. Puis elle a ajouté quelque chose de plus inquiétant encore. « J'espère que tu sauras te montrer raisonnable, Marie-Agnès. Ce serait dommage qu'un malentendu nuise à ta vocation religieuse. » La suite de la confession prenait un tour dramatique. Marie-Agnès expliquait qu'elle avait quitté le bureau de Mère Catherine vers 11h30, profondément troublée, mais déterminée à agir selon sa conscience. Elle avait décidé d'écrire directement à Monseigneur Dubois, évêque de Toulouse, pour l'informer de la situation et demander conseil sur la conduite à tenir. « Je suis retournée dans ma cellule pour rédiger cette lettre, » poursuivait-elle. « Mais vers 13h, Mère Catherine est venue me voir. Elle semblait très agitée et m'a proposé de prendre une tisane avec elle pour discuter calmement de notre malentendu. J'ai accepté, espérant encore trouver une solution qui préserverait l'honneur de notre communauté. C'est dans le petit salon privé de la mère supérieure que s'était déroulée cette ultime conversation. Mère Catherine avait servi du thé à la camomille, une infusion qu'elle préparait elle-même avec les plantes du jardin conventuel. Elle maîtrisait parfaitement l'art des tisanes, ayant appris dans sa jeunesse les propriétés des plantes médicinales auprès d'une grand-mère herboriste. « Dès les premières gorgées, » rapportait Marie-Agnès, « j'ai senti un goût amer inhabituel, mais j'ai pensé que c'était dû au stress de notre situation. » Mère Catherine continuait à me parler, me promettant qu'elle allait tout arranger, qu'elle trouverait l'argent pour rembourser les sommes manquantes. Mais très rapidement, j'ai commencé à ressentir des vertiges et des nausées. La confession décrivait ensuite avec une précision clinique les symptômes que Marie-Agnès avait ressentis. D'abord, une sensation de fatigue extrême, puis des troubles de la vision, et enfin une difficulté croissante à parler et à bouger. Elle avait compris avec horreur que Mère Catherine l'empoisonnait, probablement avec de la digitale pourpre, une plante toxique qui poussait dans le jardin du couvent et dont les effets étaient bien connus. « J'ai voulu me lever pour partir », écrivait-elle d'une main visiblement tremblante vers la fin du texte, « mais mes jambes ne me portaient plus. » Mère Catherine m'a alors avoué qu'elle ne pouvait pas me laisser révéler son secret. Elle m'a dit qu'elle allait raconter que j'avais fait une crise cardiaque et que mon corps serait transporté discrètement hors du couvent. Personne ne pensera à chercher une religieuse qui a disparu de son propre chef, m'a-t-elle dit. Les dernières lignes de la confession étaient presque illisibles, tracées manifestement par une main défaillante. Marie-Agnès y expliquait qu'elle avait réussi, dans un dernier sursaut d'énergie, à s'échapper du salon et à se réfugier dans la chapelle. C'est là qu'elle avait peint à la hâte son autoportrait et rédigé sa confession, cachant le tout derrière le tableau de la Vierge, dans l'espoir que la vérité soit un jour découverte. « Je sens mes forces m'abandonner », terminait-elle. « Mère Catherine va certainement venir me chercher ici. Je confie mon âme à Dieu et j'espère que cette confession permettra un jour de révéler la vérité. Que Dieu lui pardonne ce qu'elle a fait, car moi, je n'en ai plus la force. » La découverte de cette confession bouleversa complètement la perception de l'affaire Vieille de 50 ans. L'inspecteur Garnier ouvrit immédiatement une enquête pour meurtre, malgré le temps écoulé et les difficultés évidentes que posait une investigation si tardive. La première étape consistait à authentifier le document et à vérifier sa cohérence avec les éléments connus du dossier original. L'expertise graphologique, confiée au laboratoire de police scientifique de Toulouse, confirma rapidement que l'écriture de la confession correspondait parfaitement aux échantillons conservés dans le dossier de 1963. Lettre de Marie-Agnès à sa famille, notes dans ses registres comptables et même sa signature sur divers documents administratifs. La probabilité d'un faux était jugée pratiquement nulle par les experts. L'analyse du papier et de l'encre révéla également leur compatibilité avec l'époque présumée de rédaction. Le papier était un vélin de bonne qualité, du type utilisé couramment dans les années 1960, et l'encre présentait une composition chimique cohérente avec les stylos-plumes de l'époque.
Aucun anachronisme n'était détectable dans les matériaux utilisés. Plus troublant encore, les révélations de Marie-Agnès sur les détournements financiers trouvaient un écho dans certains éléments du dossier original qui n'avaient pas été suffisamment approfondis en 1963. L'inspecteur Dufour, contacté dans sa retraite, se souvenait vaguement avoir noté quelques incohérences mineures dans les comptes du couvent, mais l'apparente coopération de Mère Catherine et l'absence de plainte de la part de l'institution religieuse n'avaient pas justifié un examen approfondi. Les enquêteurs de 2013 entreprirent donc de reconstituer les finances du couvent pour la période 1960-1965. Cette tâche s'avérait complexe, car de nombreux documents avaient été détruits au fil des ans, conformément aux règles de conservation administrative. Cependant, certains registres conservés aux archives diocésaines permirent de recouper quelques informations. L'examen des comptes révéla effectivement plusieurs anomalies troublantes. Entre 1961 et 1963, période où Marie-Agnès était économe, plusieurs objets précieux avaient été sortis de l'inventaire officiel du couvent sans justification claire. Les registres mentionnaient leur envoi en restauration, mais aucune facture correspondante n'était archivée, et aucun de ces objets n'était jamais revenu. Plus significatif encore, les archives de l'évêché conservaient la trace de donations importantes faites au couvent durant cette période, mais les montants effectivement comptabilisés dans les registres de Marie-Agnès étaient systématiquement inférieurs aux sommes réellement versées. L'écart total, calculé sur 3 années, atteignait effectivement une 50aine de milliers de francs, confirmant l'estimation mentionnée dans la confession. Les enquêteurs tentèrent également de retrouver la trace de la famille de Mère Catherine à Montauban. Les recherches généalogiques révélèrent qu'elle avait effectivement un frère, Michel Lefort, décédé en 1971. Cet homme avait eu une vie tumultueuse, marquée par des problèmes d'alcool et de jeu, et avait fait plusieurs séjours en prison pour escroquerie mineure. Son dossier judiciaire mentionnait des dettes importantes, contractées auprès de tenanciers de tripots clandestins. Plus intéressant encore, les archives notariales de Montauban révélèrent que Michel Lefort avait mystérieusement remboursé ses dettes principales entre 1962 et 1964 sans source de revenus identifiée. Il avait même acheté une petite maison en 1963, acquisition surprenante compte tenu de sa situation financière précaire. Ces éléments semblaient corroborer les accusations portées par Marie-Agnès contre sa supérieure. Fort de ces découvertes, l'inspecteur Garnier décida d'organiser une recherche du corps de Marie-Agnès dans l'enceinte du couvent. La confession suggérait que Mère Catherine avait l'intention de faire disparaître le cadavre, probablement en l'enterrant quelque part sur la propriété. 50 ans après les faits, cette recherche présentait des défis techniques considérables, mais les progrès de la science permettaient d'envisager des méthodes d'investigation impossibles en 1963. Une équipe de géophysiciens de l'université Paul Sabatier fut appelée en renfort pour effectuer un relevé géoradar de tout le terrain du couvent. Cette technique, qui permet de détecter les anomalies du sous-sol sans excavation, révéla plusieurs zones suspectes dans le jardin, particulièrement près de l'ancienne orangerie mentionnée dans les rapports de 1963. Le 3 novembre 2013, les fouilles commencèrent sous la supervision conjointe de la police scientifique et d'une équipe d'archéologues spécialisés dans les sites historiques. Le travail était délicat car il fallait préserver l'intégrité du lieu tout en recherchant des preuves vieilles de 50 ans. C'est dans l'après-midi du 5 novembre, à moins de 2 mètres de profondeur et à proximité d'un ancien puits comblé, que les fouilles révélèrent leurs premiers résultats. Les restes d'un squelette humain furent mis au jour, dans un état de conservation remarquable grâce aux propriétés calcaires du sol toulousain. L'examen préliminaire par le médecin légiste confirma qu'il s'agissait d'une femme jeune, d'environ 25 à 30 ans, d'une taille correspondante aux mensurations de Marie-Agnès. Plus troublant encore, quelques lambeaux de tissu noir, manifestement les restes d'un habit religieux, subsistaient autour du squelette. Les analyses approfondies menées par l'Institut médico-légal de Toulouse confirmèrent rapidement l'identification.
L'étude dentaire, comparée aux rares clichés radiologiques conservés par le dentiste de Marie-Agnès à Cahors, établit une correspondance parfaite. L'examen des os révéla également une fracture ancienne du poignet gauche, blessure que Marie-Agnès avait subie dans son enfance et qui était mentionnée dans son dossier médical d'entrée au couvent. Plus décisif encore, l'analyse toxicologique des restes, rendue possible grâce au progrès de la science forensique, révéla la présence de traces de digitaline dans les os. Cette substance, extraite de la digitale pourpre, était effectivement un poison violent qui correspondait parfaitement aux symptômes décrits dans la confession de Marie-Agnès. Le mystère était donc résolu. Sœur Marie-Agnès Beaumont avait bien été assassinée le 15 novembre 1963 par Mère supérieure Catherine Lefort, qui l'avait empoisonnée pour l'empêcher de révéler ses détournements financiers. La jeune religieuse avait ensuite été enterrée clandestinement dans le jardin du couvent, et sa disparition maquillée en fugue mystérieuse. L'enquête révéla également comment Mère Catherine avait pu dissimuler son crime pendant 50 ans. Profitant de son autorité et du respect qu'elle inspirait, elle avait réussi à détourner les soupçons et à maintenir sa réputation d'intégrité jusqu'à sa mort. Son comportement irréprochable dans les années qui suivirent le meurtre était probablement dicté par la peur d'être découverte et le poids de la culpabilité. L'enquête de 2013 permit de reconstituer plus précisément les circonstances du crime et les motivations de Mère Catherine. Les archives familiales, consultées avec l'aide des descendants de Michel Lefort, révélèrent l'ampleur des difficultés financières de ce dernier au début des années 1960. Ses dettes auprès de usuriers atteignaient des sommes considérables, et il avait reçu plusieurs menaces de violence physique. Catherine Lefort, malgré ses vœux religieux, était restée très attachée à son frère, seul membre survivant de sa famille. Orpheline très jeune, elle avait été élevée par ce frère aîné de 10 ans, son senior, et lui vouait une affection quasi maternelle. L'idée de le voir en danger avait apparemment suffi à lui faire transgresser tous ses principes moraux et religieux. La reconstitution des événements suggérait que le détournement avait commencé de façon progressive, peut-être avec l'intention initiale de rembourser rapidement les sommes prélevées. Mais les besoins croissants de Michel et l'impossibilité de trouver des ressources légitimes avaient poussé Catherine à intensifier ses malversations, l'entraînant dans une spirale dont elle ne pouvait plus sortir. L'arrivée de Marie-Agnès comme économe, avec sa rigueur et son sens aigu de l'honnêteté, avait mis Catherine en grande difficulté. La jeune religieuse, par sa méticulosité naturelle, avait rapidement découvert les irrégularités que ses prédécesseurs, moins compétents ou moins attentifs, n'avaient pas remarquées. L'enquête révéla également à quel point le secret avait pesé sur Catherine Lefort durant les 50 années qui suivirent le meurtre. Plusieurs témoignages de religieuses qu'il avait côtoyées dans ces dernières années évoquaient ses insomnies fréquentes, ses crises d'angoisse inexpliquées et ses confessions répétées qui semblaient cacher un secret inavouable. Le père Marcel Fontaine, qui l'avait accompagné spirituellement dans ses derniers mois à Montauban, se souvenait de ses allusions répétées à une faute grave qu'elle avait commise dans sa jeunesse et dont elle n'arrivait pas à se libérer. Elle parlait souvent de la nécessité du pardon divin, témoigna-t-il, mais semblait convaincue qu'elle ne le méritait pas. J'ai toujours pensé qu'elle cachait quelque chose de lourd, mais je n'imaginais pas l'ampleur de son secret. Il apparut également que Catherine avait tenté à plusieurs reprises de compenser sa faute par des actes de charité exceptionnels. Dans les années 1970 et 1980, elle avait organisé de nombreuses œuvres caritatives, aidé financièrement plusieurs familles en difficulté et même créé un fonds d'aide pour les jeunes filles souhaitant entrer en religion mais manquant de ressources. Ces actions, remarquables par leur générosité, prenaient un sens différent à la lumière des révélations de 2013. La révélation de la vérité sur la disparition de Marie-Agnès bouleversa profondément la communauté des Clarisses de Toulouse. Mère Marie-Claire Bonner, qui dirigeait le couvent depuis 1998,
dut gérer une crise sans précédent dans l'histoire de l'institution. Comment concilier la vénération dont jouissait encore la mémoire de Mère Catherine avec l'horreur de son crime? La communauté décida finalement d'affronter la vérité avec courage et dignité. Une cérémonie fut organisée en décembre 2013 pour honorer la mémoire de Marie-Agnès et demander pardon pour l'injustice qu'elle avait subie. Ses restes furent inhumés dans le cimetière conventuel, avec tous les honneurs dus à une religieuse morte en martyr de sa conscience. L'évêché de Toulouse, de son côté, ouvrit une enquête canonique sur l'affaire. Bien que Mère Catherine fût décédée depuis près de 20 ans, l'Église souhaitait tirer toutes les leçons de ce drame pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. De nouvelles procédures de contrôle financier furent mises en place dans tous les établissements religieux du diocèse. La famille de Marie-Agnès, représentée par une nièce qui avait conservé pieusement la mémoire de sa tante, exprima sa satisfaction de voir enfin la vérité éclater. Nous savions que Marie-Agnès n'aurait jamais abandonné sa vocation de son plein gré, déclara-t-elle à la presse. Cette révélation nous permet enfin de faire notre deuil et d'honorer sa mémoire comme elle le mérite. L'affaire de sœur Marie-Agnès Beaumont devint rapidement un cas d'école dans les annales de la police judiciaire française. Elle illustrait parfaitement comment un crime parfait en apparence pouvait être élucidé des décennies plus tard grâce au progrès scientifique et à un concours de circonstances exceptionnel. L'inspecteur Henri Dufour, aujourd'hui âgé de 88 ans, put enfin connaître la solution de l'enquête qui l'avait le plus marqué. « J'aurais dû creuser davantage les questions financières », confia-t-il à ses anciens collègues. Mais à l'époque, l'idée qu'une mère supérieure puisse commettre un tel acte nous paraissait impensable. Nous étions victimes de nos a priori. Jean-Baptiste Roussel, l'artisan qui avait découvert le portrait, devint malgré lui une célébrité locale. Il terminait la restauration de la chapelle avec un sentiment mélangé de fierté professionnelle et d'émotion face au drame qu'il avait contribué à élucider. Ce tableau était un appel au secours qui a attendu 50 ans d'être entendu, philosophait-il. Il nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, même si elle met du temps à émerger. Le portrait de Marie-Agnès, après avoir été expertisé et photographié sous tous les angles, fut conservé aux archives diocésaines comme témoignage de cette tragédie. L'autoportrait révélait un talent artistique insoupçonné chez la jeune religieuse, qui avait trouvé, dans ses derniers instants, la force de léguer à la postérité un témoignage bouleversant de courage et de détermination. Cette affaire nous rappelle que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher les secrets les plus sombres, et que la corruption peut s'immiscer même dans les institutions les plus sacrées. Elle illustre également la force de la conscience humaine, capable de pousser une jeune femme à risquer sa vie plutôt que de fermer les yeux sur l'injustice. 50 ans après sa mort, sœur Marie-Agnès Beaumont était enfin reconnue comme une martyre de l'intégrité, une héroïne silencieuse dont le sacrifice n'avait pas été vain. L'histoire de sa disparition, résolue grâce à un portrait caché derrière un tableau, restera dans les annales comme un exemple extraordinaire de la façon dont l'art peut transcender la mort pour porter témoignage de la vérité. Dans la chapelle restaurée du couvent des Clarisses, une plaque commémorative rappelle désormais le sacrifice de Marie-Agnès, cette jeune religieuse qui préféra mourir plutôt que de trahir sa conscience.